Voilà, la présentation d'aujourd'hui s'intitule «Santé mentale des immigrants et des réfugiés, un regard sur la minorité francophone». Heu, Tout d'abord, ce projet est un projet du Bureau de l'équité en matière de santé du Centre de toxicomanie et santé mentale Cambridge. Dans notre présentation d'aujourd'hui, nous aurons une introduction et contexte. Ensuite, nous donnerons un aperçu du projet sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés. Et nous parlerons des données sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés. Pardon, En Sophia? quatrième, Sophia, oui? pardon, on ne voit pas la présentation. Ah, là, on la voit. Merci. D'accord. Tout va bien? Tout est Oui, tout clair? va bien. On voit, oui. Merci beaucoup. D'accord. Alors, voilà, j'étais dans l'agenda. Au quatrième point, nous parlerons de la minorité francophone de la population des immigrants et des réfugiés. Ensuite, nous parlerons du projet de recherche PAR, du programme d'assistance à la réinstallation. Alors, en introduction et contexte, le Centre de toxicomanie et santé mentale, CAMH, est le plus grand hôpital universitaire en santé mentale au Canada et l'un des principaux centres de recherche en santé mentale au monde. Le CAMH est entièrement affilié à l'Université de Toronto et est un centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Le Bureau de l'équité en santé mentale du CAMH déploie des efforts continus pour réduire les disparités en matière de santé mentale grâce à des collaborations communautaires et à des initiatives internes, notamment le projet sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Alors nous allons parler du Bureau de l'équité en matière de santé du CAMH. Notre bureau a 4 principales initiatives. Nous avons d'abord la recherche et l'évaluation. Dans la recherche et l'évaluation, le bureau, heu, travaille en partenariat avec, des organisations externes, par exemple le IRCC. Aussi, le bureau, contribue à la collecte des données démographiques de l'hôpital. Donc le bureau a plusieurs initiatives de recherche. En plus de la recherche et de l'évaluation, nous avons aussi l'éducation et la formation. Le bureau offre des programmes accrédités et de certificats en équité et diversité en santé au sein du CAMH pour le staff. Le bureau offre aussi différentes formations et cours. Nous avons par exemple le cours, fondamental sur le racisme anti-noir qui est offert au sein du CAMH pour le staff. Nous avons aussi un service d'interprétation disponible pour les clients au sein du CAMH dans le but d'avoir un meilleur service d'interprétation en santé mentale. En plus, du service d'interprétation, il y a aussi, des initiatives stratégiques. Par exemple, le Fair and Just qui est une initiative, au sein du CAMH qui a été lancée depuis 2019 pour faire progresser la diversité et l'équité. Alors parlons de la santé mentale au Canada. Environ 7 millions de Canadiens vivent avec des problèmes et des maladies mentales. D'ici 2041, on prévoit que plus de 8,9 millions de personnes au Canada vivront avec une maladie mentale. Les coûts économiques associés à la maladie mentale au Canada sont estimés à 51 milliards de dollars chaque année. Pour les personnes souffrant d'une maladie mentale grave, le taux de chômage se situe entre 70 et 90. Alors, le projet sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés. Le projet sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés, qui est une, heu, initiative du Bureau, de l'équité en matière de santé du CAMH, vise à renforcer les capacités.
C'est un projet bilingue en français et en anglais, fondé sur des données probantes, conçu pour améliorer les connaissances, les compétences et les réseaux des fournisseurs de services afin de répondre de manière appropriée aux besoins uniques en matière de santé mentale des immigrants et des réfugiés. C'est un projet financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Il offre une gamme de formations, d'outils et de ressources gratuits en ligne pour les secteurs de l'établissement, des services sociaux et des soins de santé au Canada. Le projet a été lancé euh, en 2009 et la perspective pour l'avenir est de continuer à renforcer les capacités des fournisseurs de services dans tout le Canada. Ce projet comporte 5 composants. Nous avons les cours en ligne gratuits, la communauté de pratique, l'infolettre, des webinaires et la trousse à outils. Les fournisseurs de services ont la possibilité de se connecter et d'échanger des idées avec des centaines de pairs partout au Canada et d'obtenir des conseils d'experts dans le domaine. Alors, la réalisation du projet à ce jour, nous avons réalisé plus de 20 500. Nous avons, dans le projet, nous avons plus de 20 500 fournisseurs de services de santé, d'établissements et de services sociaux qui se sont inscrits à nos cours en ligne. Et pour les webinaires, nous avons eu plus de 19 500 inscrits à nos webinaires depuis le début du projet. Les visiteurs de la trousse, à outils, nous avons enregistré plus de 13 000 visiteurs jusqu'à ce jour et nous avons plus de 13 000 abonnés à notre infolettre et la communauté de pratique comporte plus de 11 900 membres. Alors parlons du cours principal sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés, offert par le Bureau de l'équité en matière de santé du Cambridge. Ce cours comporte 10 modules, c'est un cours de 35 heures sur 6 semaines, accrédité par l'Université de Toronto. Nous avons les 10 modules, nous n'allons pas aller sur chacun, mais nous tenons à préciser que c'est un cours qui est mis à jour. C'est un cours, mis à jour par rapport aux besoins et nous avons eu à ajouter un nouveau module qui est, le module 7 sur l'équité en matière de santé, antiracisme et anti-oppression, alliance et intersectionnalité. Celui-ci est un nouveau module qui a été ajouté à notre cours. La portée nationale, nous voyons que le cours euh, se, est suivi partout au Canada, Ontario, qui est la province avec beaucoup plus de participants au cours, est suivi de la Colombie-Britannique. Le cours a 2 volets. Un volet pour, les fournisseurs de services d'établissements et de services sociaux et un volet pour les fournisseurs de services de santé. Le cours est offert en anglais et en français. C'est un cours, autodirigé. L'étudiant, a la possibilité de le compléter en 6 semaines. Un cours qui fournit des informations essentielles avec des pratiques prometteuses, des outils et ressources fondés sur des évidences, des recherches courantes élaborées avec des experts en la matière et aussi éclairées par un comité consultatif national. Le cours a des vidéos des experts qui discutent sur les divers sujets venant, des divers sujets complexes rencontrés, sur terrain. C'est un cours interactif avec, des opportunités, de poser des questions et aux experts et recevoir des informations additionnelles auprès des experts. Le cours offre un réseau qui permet,
de communiquer à travers la communauté de pratique nationale et c'est un cours qui est évalué pour répondre aux besoins actuels, dans la population des immigrants et des réfugiés. En plus du cours principal, nous avons le cours de leadership sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés, qui est un cours en ligne gratuit pour les dirigeants et les membres du conseil d'administration des organisations au service des immigrants et des réfugiés. Ce cours a pour objectif améliorer les connaissances sur les besoins en santé mentale des immigrants et des réfugiés et comprendre le soutien dont les nouveaux arrivants ont besoin, introduire des stratégies organisationnelles qui soutiennent et améliorent la santé mentale des immigrants et des réfugiés, élaborer des politiques appropriées liées à la santé mentale des immigrants et des réfugiés, assurer un environnement de travail favorable aux membres du personnel, étant donné qu'il favorise la santé mentale des immigrants et des réfugiés. Le cours de leadership a 4 sections, une section sur l'équité en santé au niveau organisationnel, une section sur l'équité en matière de santé au niveau du personnel, une section sur l'équité en matière de santé au niveau des services et aussi une section sur les outils et ressources. Le cours met en lumière les recherches actuelles, les pratiques du terrain et les ressources et outils sélectionnés présentés dans un format multimédia interactif. Le cours peut être complété en 3 heures et disponible pendant 6 semaines. La prochaine offre de notre cours est prévue du 16 septembre au 28 octobre 2024. Alors avant de lancer notre cours, nous avons eu, un test pilote du cours et les résultats du test, du sondage du test pilote, ont montré que plus de 90 des personnes interrogées, heu, au sujet, si le cours a enrichi leurs connaissances, alors plus de 90 personnes ont répondu d'accord et tout à fait d'accord que ce cours a enrichi leurs connaissances. Aussi, plus de 90 personnes interrogées, heu, sur le fait de savoir si le cours a répondu aux attentes, plus de 90 personnes ont dit que le cours a répondu à leurs attentes. En plus des cours, nous avons la communauté de pratique, le forum de discussion de la communauté de pratique, qui est un forum privé protégé par, un mot de passe pour les fournisseurs de services partout au Canada. Dans ce forum, vous avez la possibilité d'établir des liens, discuter de la fourniture des services, échanger, des ressources et événements et poser des questions aux experts. Ici est une question posée, dans, le forum de discussion, une question qui nous avait été posée, pour de au cours du cours 2024. Voici la question. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a une grave pénurie de logements et d'emplois pour les immigrants. Est-ce que cette pénurie n'est-elle pas à l'origine des problèmes de santé mentale et de maladies mentales? Alors, cette question avait été répondue par Dr. Claire Payne, directrice du programme des traumatismes psychologiques de l'hôpital Mount Sinai, professeur adjoint du département de psychiatrie de l'Université de Toronto. Elle a répondu avec, des recommandations. Alors en ce qui concerne les webinaires, le projet sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés organise des webinaires mensuels mettant en vedette des présentateurs de partout au Canada. Les webinaires proposent des stratégies ou des ressources pratiques que vous pouvez utiliser dans votre travail pour promouvoir et soutenir, traiter la santé mentale des immigrants et des réfugiés. Nous allons justement mentionner quelques exemples. Nous avons eu un webinaire sur l'équité et inclusion au travail dans le secteur ontarien de l'établissement, la perception des personnes travailleuses immigrantes de première ligne.
Nous avons aussi eu un webinaire sur l'expérience et impact de la violence familiale, parcours des jeunes immigrants racialisés et aussi un webinaire sur le soutien, collectif. Ceci, heu, c'est juste quelques exemples de webinaires que nous avons eus en français, parce que les webinaires sont donnés dans les 2 langues, en français et en anglais. Alors, en ce qui concerne l'infolettre, nous avons une infolettre, mensuelle dans laquelle nous, partageons, des mises à jour sur le terrain, nous partageons sur, les nouvelles recherches, heu, sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés et nous partageons aussi dans notre infolettre les différentes mises à jour, du projet. En ce qui concerne la trousse à outils de ressources, la trousse à outils de ressources en français et en anglais fournit un référentiel de recherche fondé sur des données probantes, des informations sur les principaux modèles de soins et les cadres. Offre aussi un aperçu des éléments pertinents à la prestation de services. Alors, parlons de la santé mentale des immigrants et des réfugiés. Ce que nous connaissons, les conditions économiques et sociales affectent la santé mentale. Ça, nous connaissons. Nous devons prendre en compte plusieurs déterminants sociaux de la santé mentale, y compris le parcours migratoire. Nous connaissons aussi que l'intersectionnalité affecte la discrimination et les privilèges. Les identités sociales se croisent et façonnent divers avantages et désavantages pour les immigrants et les réfugiés, ce qui peut affecter leur santé mentale. Nous connaissons aussi que les déterminants sociaux de la santé dans les contextes de transit et de post-migratoire, les déterminants sociaux sont systématiquement identifiés comme les facteurs les plus importants affectant la santé mentale des immigrants et des réfugiés. Nous connaissons que les réfugiés sont résilients. Le problème psychologique ne sont souvent pas des maladies mentales, mais ont un impact sur l'établissement et l'épanouissement. Les réponses les plus efficaces se concentrent sur la promotion de la santé mentale et la prévention des maladies, ainsi que, ainsi que sur le développement et le parcours de soins appropriés. Parlons de l'effet immigrant en bonne santé. Les immigrants et les réfugiés nouvellement arrivés sont en meilleure santé que la population née au Canada, mais avec le temps passé au Canada, leur santé mentale et physique se détériore. Les sous-groupes peuvent couvrir un risque plus élevé de voir leur santé se détériorer peu après leur arrivée au Canada. En ce qui concerne les données statistiques, on ne connaît pas le nombre exact d'immigrants et de réfugiés vivant avec un problème de santé mentale ou une maladie mentale. Des recherches ont révélé que les taux de problèmes de santé mentale et de maladies mentales des immigrants et des réfugiés sont inférieurs ou semblables à ceux de la population née au Canada. Parlons de la minorité francophone de la population des immigrants et des réfugiés. En 2022, le Canada a atteint pour la première fois la cible de 4,4% d'immigrants francophones hors Québec, fixée il y a près de 20 ans. D'après le gouvernement fédéral, 16 300 nouveaux immigrants d'expression française, soit ceux dont le français est la première langue, se sont installés à l'extérieur du Québec. Contrairement aux millions d'anglophones minoritaires qui vivent dans la province de Québec, la population francophone minoritaire est plus âgée, a des niveaux d'alphabétisation et d'éducation inférieurs à ceux de l'ensemble de la population canadienne et de plus est dispersée partout au Canada.
dans les 9 provinces restantes et 3 territoires. Ce niveau élevé et inégal de dispersion pour une population relativement petite par rapport à la taille du pays pose un défi important. Parlons des défis d'accès aux soins et services de santé que rencontrent les personnes immigrantes et réfugiées francophones à l'extérieur du Québec. Défis linguistiques. Les délais d'attente souvent plus longs, les clients ne peuvent pas toujours choisir la langue de consultation médicale, n'arrivent pas à exposer clairement leurs problèmes de santé, n'arrivent pas à comprendre convenablement les professionnels de la santé et ne peuvent donner leur consentement éclairé sur les décisions à prendre. En plus du défi linguistique, il y a le défi d'immigrants. Le manque de couverture d'assurance pour les médicaments, les difficultés de transport et une connaissance limitée du système de santé sont les principaux freins aux soins de santé. Défi de culture. La culture a une incidence considérable sur le soutien et le traitement que les nouveaux arrivants reçoivent ou non. Leur perception de la santé mentale et de la maladie mentale et la façon dont répond leurs besoins. Défis liés au transport. Le transport représente une barrière importante pour les nouveaux arrivants, d'autant plus que les services en français ne sont pas disponibles partout. Dans les régions plus rurales, on note qu'il est nécessaire d'avoir accès à un mode de transport pour accéder aux services en français des centres urbains avoisinants, puisque les régions rurales offrent très peu, voire aucun service en français. Alors, l'amélioration de l'accès aux soins de services de santé de la minorité francophone. L'idéal serait que les immigrants et les réfugiés aient accès à des services en français. Mais, mais si les services en français ne sont pas disponibles, une pratique optimale serait la mise en place des services d'interprétation. La diffusion de l'information sur les services en français peut être améliorée, par exemple, en préparant et en mettant à jour des listes et bulletins et en s'assurant que les travailleurs qui interagissent avec les populations, surtout avec les populations immigrantes, soient au courant de ces listes et bulletins et les utilisent aussi. En ce qui a trait à la problématique du transport, l'élaboration, en collaboration avec les organismes communautaires et fournisseurs de services qui œuvrent auprès de la population immigrante, d'un modèle pour pallier aux problèmes de transport qui limitent l'accès aux services pour les immigrants dans les régions moins urbaines. Alors, nous allons dire quelques mots par rapport au projet de recherche, le projet PAR, Programme d'assistance à la réinstallation. Ce projet est un projet au sein du Bureau de l'équité en matière de santé du KEMEJ. Nous allons passer en revue quelques éléments. Les fournisseurs de services du projet du PAR ne sont pas financés par pour fournir des services de santé mentale. Ça, c'est un élément. Les prestataires de services ont indiqué qu'il y a un manque de services de santé mentale disponibles pour les réfugiés. Les réfugiés ont tendance à connaître des disparités dans leur accès aux services de santé mentale, la qualité des soins et les résultats en matière de santé. Pour soutenir les réfugiés pris en charge par le gouvernement en détresse, il est essentiel que les bons services soient disponibles au bon moment. Les fournisseurs de services du PAR n'ont pas la capacité de soutenir les réfugiés pris en charge par le gouvernement en détresse. Le projet
vise à développer et à tester un modèle de service permettant au personnel du PAR d'identifier et de traiter la détresse mentale chez les réfugiés pris en charge par le gouvernement. Notre projet PAR se déroulera en 3 phases. Entre janvier 2022 et 2024, notre projet a une collecte des données, création du modèle et un test pilote et évaluation. Les partenaires de notre projet PAR, ce projet est en partenariat entre le Bureau de l'équité en santé du KMH et 3 fournisseurs de services partenaires du PAR. Nous avons Costi, CCLC et Polyculture. Ici est l'outil développé par notre projet pour soutenir les personnels de première ligne du programme d'aide à la réinstallation. Ce guide de formation en ligne autodirigé qui s'appelle Reconnaître la détresse mentale, guide d'utilisation de l'outil de dépistage médical réfugié. Notre outil est disponible dans les 2 langues, français et en anglais. Le but de la formation est de fournir au personnel de première ligne du programme d'aide à la réinstallation des informations à jour et précises sur la détresse mentale et sur la manière de l'identifier. Aussi, garantir que les réfugiés pris en charge par le gouvernement qui nécessitent des supports ou des connexions spécifiques peuvent être identifiés et connectés. Le contenu de cet outil, nous avons l'explication de la détresse mentale et de la santé mentale. L'outil explique comment utiliser le RHS 15 de manière appropriée pour évaluer les besoins en santé. Et aussi, l'outil comprend des ressources vers lesquelles orienter les réfugiés pris en charge par le gouvernement en détresse. Alors, les activités et résultats de notre outil, le guide de formation sur le terrain sera mis sur le terrain à partir du 6 novembre 2024 avec nos organisations partenaires. La collecte des données se poursuivra jusqu'au début 2024 et le rapport final comprendra des recommandations sur les mises à jour à apporter au guide de formation. Et aussi, le guide de formation sera disponible pour être utilisé par nos organisations partenaires et sera hébergé dans le site web du projet. Ainsi s'achève notre présentation sur le projet sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés en regard sur la minorité francophone. Merci. Merci, Sophia. On est maintenant arrivé à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou encore parler directement. C'est Miss Tapierre. Une question que j'ai parce que, Cynthia, vous avez parlé du financement ou du moins c'est que des formations qui sont données par le CAMESH mais c'est pour, si je comprends, si j'ai bien compris, c'est vraiment pour des gens qui font partie de l'organisation. Est-ce que euh, si on ne fait pas partie de l'organisation, mais qu'on travaille dans le système de santé, est-ce qu'on peut avoir accès à ces formations-là ou c'est pas possible? Merci pour la question. En ce qui concerne les formations, le bureau de l'équité en matière de santé offre des formations pour le staff du KMH.
Par exemple, j'ai parlé de la formation sur le racisme anti-noir. Et oui, c'est pour ce genre de formation, ce sont des initiatives internes pour le staff. Mais aussi, le bureau offre des formations gratuites externes. Par exemple, le cours sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés que j'ai évoqué, c'est un cours gratuit en ligne qui est ouvert aux travailleurs des services d'établissement. Donc, pour ce cours, vous n'avez pas besoin d'être membre de l'organisation, mais c'est un cours qui est ouvert à tout le monde et qui est donné à travers le Canada, à travers, oui, avec notre programme. J'espère avoir répondu à votre question. On a une question dans le chat. Shirley, elle dit merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut trouver des informations relatives à ce projet sur le Québec? Euh, Ce projet est offert à travers le Canada, mais hors Québec, parce que le Québec a une législation, une politique qui n'est pas dans le cadre de notre projet. Donc, pour le Québec, euh, à mon niveau, je n'ai pas d'informations, mais le projet est surtout le Canada, mais hors Québec. Vous avez une autre question dans le chat, Sophia. Émilie, elle dit, je m'intéresse certainement au cours offert par votre projet. Est-ce que vous savez quand il sera offert prochainement? Oui, pour le cours principal, euh, il est la, la- la prochaine offre est prévue pour le printemps, à partir du 6 mai. C'est la prochaine offre du cours principal. Vous pouvez avoir toutes les informations dans notre site web. Et pour le cours, pour le leadership, la prochaine offre est prévue pour le mois de septembre. Pour le cours de leadership est offert euh, une fois l'année fiscale, donc ça sera pour le mois de septembre. Mais le plus proche, c'est le cours principal qui est prévu pour le mois de mai. Et une autre question dans le chat, est-ce que vous recommandez le cours à toutes les travailleurs, travailleuses en établissement ou est-ce que c'est adapté aux employés du secteur de la santé, du secteur de la santé, voilà. Oui, comme je l'ai dit dans ma présentation, le cours a deux volets. Il y a un volet pour les fournisseurs de services d'établissement et services sociaux et un volet pour les fournisseurs de services de santé. Donc, je recommande ce cours euh, à ces deux volets, les travailleurs dans les services d'établissement et aussi les travailleurs dans les services de santé. Ouais. Et est-ce que les deux cours sont indépendants, c'est-à-dire qu'on peut suivre le cours de leadership sans suivre le cours principal? Une question de Fabrice. Oui, bon, les deux cours sont indépendants, mais pour être inscrit au cours de leadership, vous devez avoir une position de leadership dans votre organisation. Donc, une position managériale pour être éligible au cours de leadership. Mais si vous prenez le cours, si vous êtes éligible au cours de leadership et vous voulez avoir plus d'informations sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés, vous pouvez vous inscrire aussi au cours principal. Le cours de leadership est bref, avec des informations essentielles pour les dirigeants,
Le cours principal est beaucoup plus vaste. Donc, c'est un peu ça. Merci. On a une question dans les questions-réponses. Ça dit, en matière d'accès aux services de santé mentale, est-ce qu'il y a une différence entre les immigrants francophones et anglophones? Oui, il y a une différence dans le sens où les services en français sont pas en grand nombre. Les francophones, par manque de services en français, sont obligés d'aller parfois vers des services anglophones parce qu'ils n'ont pas de services disponibles, proches donc ce qui fait qu'il y a cette différence, il y a cette inégalité-là. Par contre, pour les immigrants anglophones, c'est c'est disponible, à tous puisque l'anglais est dominant. Donc il y a cette inégalité entre l'accès aux services, en français et l'accès aux services en anglais. Merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que Mmh. vous avez des témoignages des minorités francophones en dehors du Québec, donc en tant que minorité? Et est-ce qu'on peut les trouver parce que ça peut servir aussi de bonnes pratiques ou autres pour le secteur? Oui, évidemment, les témoignages sont des exemples, très importants au niveau en ce qui concerne la bonne pratique. Alors nous recevons des feedbacks à la fin de nos cours, par exemple, nous recevons des feedbacks, de ceux qui ont pris les cours disant que cela les a aidés dans leur pratique. Donc, nous avons des témoignages comme ça dans nos sondages où, les participants évoquent, le fait que, ils ont reçu les informations sur leurs attentes, et que les informations reçues à travers nos cours leur ont permis d'améliorer leur pratique. Donc, oui, nous en avons eu des témoignages de ce genre, ouais. Merci. Une autre question. Donc, en fait, je voulais savoir si, enfin, je sais que les témoignages que vous collectez, même si vous les partagez, elles devraient être anonymes, n'est-ce pas, pour ne pas révéler l'identité Oui, des... bien sûr. Oui. Oui. Mais est-ce que parmi ces témoignages-là, ou dans le cas des études que vous avez faites avant le cours ou pendant vos webinaires ou tables rondes, est-ce que vous avez eu des cas où les personnes qui sont atteintes de quelques maladies d'ordre mental, est-ce qu'elles ont pu bénéficier des avantages liés aux personnes en situation de handicap ou pas? Est-ce qu'il y a des difficultés de vraiment avoir accès à ces bénéfices-là ou pas? Oui, je tiens à préciser que dans notre projet, nous offrons des formations aux travailleurs de l'établissement et ces travailleurs interagissent directement avec les patients. Donc nous n'interagissons pas directement avec les patients, mais avec les travailleurs qui, eux, agissent, au niveau des patients. Donc les témoignages venant des clients heu, ne sont pas à notre niveau, mais par contre, les témoignages, provenant des travailleurs de l'établissement nous parviennent dans le sens où, ils nous disent que, oui, dans leur pratique, heu, nos informations ont permis à renforcer, leurs capacités. Donc, c'est un peu ça. Merci. Mmh. Vous avez une autre question dans le chat de Fabrice. Donc, il a dit, vous avez dit que la formation est accréditée par l'Université de Toronto. Est-ce Mmh. que, c'est-à-dire qu'après, avec le suivi de la formation, où on a un certificat? Donc, est-ce qu'ils vont recevoir un certificat après la formation?
Oui, après la formation, nous donnons un certificat. Donc, il y a des critères pour être éligible, au certificat. Une fois les critères sont, remplis, nous offrons des certificats à la fin. Donc le critère principal, c'est juste compléter tous les modules et répondre, aux questions, heu, finales du module et vous êtes éligible au certificat. Oui. Merci à Catherine qui dit, est-ce possible de nous partager le lien vers la formation de 6 semaines? Bien sûr, c'est possible, je le ferai, je le ferai. Merci. Moi, de Ouais. ma part, j'ai encore partagé le lien vers l'évaluation, donc n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît, juste pour qu'on sache comment améliorer nos prochains ateliers. D'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, non, et donc on a eu un autre commentaire, Catherine. Juste pour préciser, nous recevrons le lien de la formation par courriel prochainement. C'était par rapport au cours de 6 semaines. Oui, oui, je vais, la partager, oui, avec, CM et elle saura comment vous le faire parvenir le lien. D'accord. Donc, Ouais. Catherine, oui, une fois que je reçois le lien de Sophia, je vais le partager avec vous par courriel. Ou est-ce que c'est possible d'avoir cette information aussi sur votre site web, Sophia? Bien sûr, le site web aussi est une ressource, ouais. Voilà. D'autres questions, commentaires, suggestions? Non. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup, Sophia, pour cette belle présentation.